Il se sera fait attendre, mais il est enfin là, vous vous apprêtez à découvrir mon test de l'iPad Pro 2021 mini LED. Et on va le dire d'entrée de jeu, si cette tablette est proprement exceptionnelle, elle n'est pas non plus dénuée de défauts. Et en réalité, j'aime aller plus loin, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et on voit tout ça en vidéo dès maintenant. Comme les années précédentes, Apple a décidé de scinder sa gamme en deux modèles distincts. On a d'un côté l'iPad Pro de 11 pouces et de l'autre le modèle de 12,9 pouces. Pour cette génération, j'ai choisi de me tourner vers le modèle plus imposant, un modèle qui correspond davantage aux attentes et aux besoins que j'ai aujourd'hui. Et comme on va le voir tout au long de cette vidéo, l'iPad Pro 2021 m'a totalement conquis. En revanche, il m'a aussi fait prendre conscience des importantes limitations d'iPadOS. Et avant de me sauter à la gorge, oui, je sais qu'iPadOS 15 est disponible sous forme de bêta, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Et ce pour une raison assez simple, si vous achetez un iPad Pro à l'instant T, au jour d'aujourd'hui, eh bien il sera livré avec iPadOS 14. En outre, il me paraissait difficile de vous proposer un test sur un produit tournant sur une version de développement de sa plateforme. Du coup, eh bien j'ai choisi de réaliser deux tests différents. Le premier, c'est celui que vous allez découvrir dès à présent, un test qui va vous présenter l'iPad Pro 2021 sous iPadOS 14. À la rentrée, je sortirai une deuxième vidéo et cette fois-ci, on parlera de l'iPad Pro 2021 sous iPadOS 15. Deux vidéos pour le prix d'une donc, qui nous permettront sans doute de voir si les améliorations apportées à iPadOS 15 sont suffisantes ou pas. En attendant, je tiens à vous rappeler que j'ai réalisé une vidéo sur les 4 principales nouveautés apportées par iPadOS 15, une vidéo que vous pouvez retrouver dès à présent sur la chaîne. Et je tiens également à préciser que cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'éditeur de Clean My Mac, une application qui est vraiment géniale et qui m'a permis de libérer plein de stockage sur mon MacBook Pro M1. Et d'ailleurs, je tiens à remercier ce nouveau partenaire qui m'a permis de libérer beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo. Une vidéo qui, je l'espère, sera la plus complète possible. La première chose qui frappe avec l'iPad Pro 2021 finalement, eh bien, c'est que rien ne frappe. Contrairement à la démarche entreprise sur le dernier iMac, Apple a décidé de ne pas changer le design de sa tablette et elle hérite donc d'un châssis quasiment identique à celui du modèle précédent. La seule exception finalement tient aux dimensions de la tablette, puisque cette nouvelle génération est un tout petit peu plus épaisse que la précédente en raison de la présence d'une dalle mini LED. Une différence qui ne se fait cependant pas ressentir lorsqu'on tient l'ardoise en main. Ce qui nous amène finalement à toutes les questions relatives à l'appréhension de la tablette. Venant d'un modèle de 11 pouces, ce nouvel iPad Pro m'a semblé tout bonnement immense, tout bonnement gigantesque durant les premières heures passées en sa compagnie. Il est d'ailleurs amusant de constater à quel point ces 1,9 pouces de différence changent radicalement la donne. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle différence et on comprend finalement pourquoi Apple continue de proposer deux tailles pour sa tablette. Toutefois, et en dépit de ces dimensions, l'iPad Pro 2021 s'avère très confortable en main. J'ai eu l'occasion de l'utiliser dans plein de cas de figure différents, que ce soit à mon bureau ou dans le fond du canapé, et il m'est apparu que ces dimensions généreuses étaient finalement plus un atout qu'un défaut à mes yeux. Ce qui nous amène à un point très important, à savoir la notion de subjectivité. Si je me suis tourné vers le modèle de 12,9 pouces, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas non plus en raison de sa dalle mini LED. Si j'ai choisi ce format, c'est parce qu'il me paraissait plus adapté à mes besoins. Et pour vous aider à choisir le modèle qui est le plus adapté à vos attentes à vous, eh bien je vous renvoie vers le guide que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines de cela. Je vais d'ailleurs essayer de penser à mettre son lien dans la description de la vidéo. Mais en vrai, il y a de fortes chances que j'oublie. Peu de choses à dire sur le reste du look de la tablette. On a un écran qui est toujours encadré par de larges bordures, des bordures qui favorisent la préhension de la tablette. On a Face ID qui est toujours là et qui fonctionne dans tous les sens, que la tablette soit debout ou couchée. Il faudra en revanche vous assurer de bien vous placer dans le champ de vision de la caméra. On appréciera également les 4 haut-parleurs qui sont situés sur les tranches de la tablette, des haut-parleurs qui sont capables de restituer un son profond, bien équilibré et en plus très englobant. Et clairement, regarder des films ou des séries sur l'iPad Pro 2021 est un véritable régal pour les yeux, certes, mais aussi pour les oreilles. Il a également du neuf au niveau du connecteur. Alors il est toujours proposé format USB type C, mais il prend en plus en charge le Thunderbolt pour rapprocher encore un peu plus l'iPad Pro de nos Macs.
Et cette particularité n'est pas un détail, le Thunderbolt a de nombreux avantages, il prend en charge des résolutions plus élevées, mais surtout il propose des vitesses de transfert accrues. Par extension, cela veut également dire que vous pourrez travailler sur des rushs en 4K depuis un SSD externe, ce qui intéressera toutes les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget et qui se sont du coup orientées vers le modèle de 128 Go. Mais surtout, sur le papier, on pouvait penser que l'iPad Pro allait enfin pouvoir se connecter correctement à un écran. Sauf que dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. J'ai fait l'expérience chez moi en connectant mon iPad Pro 2021 à mon dock Thunderbolt, un dock que j'utilise quotidiennement pour mon MacBook Pro M1. Et clairement, tout ne fonctionne pas comme prévu. Premier point qui déçoit, l'absence d'un mode étendu. Lorsque vous branchez votre iPad Pro à un écran, ce dernier se contentera de répliquer ce qui est affiché sur la tablette. Mais ce n'est pas le pire. Si l'iPad Pro peut parfaitement prendre en charge un affichage en 4K, il s'en tient à un format en 4/3. Et concrètement, donc, si vous avez un écran en 16/9, en 16/10, en 21/9, eh bien, vous vous retrouverez avec deux bandes noires sur les côtés. Et ça, pour moi, c'est clairement impardonnable. Comme son nom l'indique, l'iPad Pro se destine à la base aux professionnels, des professionnels qui travaillent de plus en plus sur des écrans wide. Et pour moi, il aurait donc été logique que la tablette aille un peu plus loin sur la gestion des moniteurs externes. L'une des grandes nouveautés de l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces, c'est bien entendu son écran, un écran de type mini LED, là où les autres modèles se cantonnent au traditionnel LCD. En revanche, le truc à savoir, c'est que ces deux technologies ne sont pas forcément très éloignées l'une de l'autre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le mini LED n'a rien à voir avec l'OLED. Concrètement, donc, sur l'écran de l'iPad Pro, vous avez une couche LCD et une couche chargé du rétroéclairage, exactement comme sur un écran LCD traditionnel. La seule chose qui change finalement, c'est la technologie de rétroéclairage qui est utilisée. Car oui, les mini LED sont plus petites que les LED traditionnels. Concrètement donc, les écrans mini LED ont pour seule différence d'embarquer des LED plus petites que sur les écrans LCD traditionnels. Ce qui se traduit par davantage de zones, par des noirs plus noirs, et surtout par plus de précision au niveau des couleurs et au niveau des textures. Enfin, ça en tout cas, c'est sur le papier, parce que dans les faits, croyez-le ou non, mais vous aurez beaucoup de mal à faire la distinction entre un écran mini LED et un écran traditionnel. Et j'aime aller plus loin, tout ça, c'est encore une fois de la faute d'Apple. C'est de la faute d'Apple car les écrans LCD des iPad Pro étaient déjà exceptionnels. Et forcément, quand vous avez l'habitude d'un écran exceptionnel, vous avez peu de chances de ressentir le fameux effet waouh. Toutefois, cela ne veut pas dire que le mini LED est bon à jeter aux orties. En réalité, lorsqu'on met un iPad Pro de 11 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces côte à côte, il y a clairement des différences visibles, notamment au niveau des noirs. Ils sont quasiment parfaits, ce qui se traduit par un contraste bien plus accentué. Après, bien sûr, tout va dépendre du contenu affiché et clairement, pour profiter du mini LED, il vaudra mieux s'orienter vers des contenus HDR. Cela étant, le seul avantage de l'iPad Pro mini LED ne se résume pas au très beau contraste de son écran. On a aussi la luminosité qui est en hausse et qui peut atteindre les 1600 nits en HDR. Et là, pour le coup, lorsqu'on regarde des contenus adaptés, on ressent vraiment une différence. Et ce, pour des photos comme pour des vidéos. Plus globalement, j'ai aussi trouvé l'iPad Pro mini LED plus confortable à utiliser en plein soleil. Maintenant, mon ancien iPad Pro était déjà pas mauvais dans cet exercice. Ensuite, il y a le SoC, et pour la toute première fois de son histoire, Apple ne s'est pas tourné vers une puce AX, mais vers la puce M1 que l'on retrouve aussi à bord du Mac Mini, du MacBook Air, du MacBook Pro et du dernier iMac. Ce qui veut également dire que l'iPad Pro 2021 est aussi puissant qu'un MacBook Pro de dernière génération. Et ça, vraiment, c'est dingue. Sauf qu'en pratique, on ne sait pas quoi faire de toute cette puissance. À moins de passer la plupart de votre temps libre à faire des benches, vous ne verrez aucune différence entre un iPad Pro 2021 et un iPad Pro de 2020 ou même de 2018. Dans tous les cas, vous avez une tablette qui restera constamment fluide et qui ne montrera jamais aucun signe de faiblesse, du moins pas avant plusieurs années. Ce qui nous amène finalement au principal problème de cet iPad Pro. Pour moi, il est surdimensionné. À terme, c'est vrai qu'on verra peut-être des différences sur de grosses applications comme LumaFusion, mais actuellement et avec les outils que j'utilise au quotidien, je n'ai constaté aucune différence flagrante avec mon iPad Pro de 2018. Lightroom tourne toujours aussi bien, il en va de même pour Photoshop et toutes les autres applications que j'utilise. Et finalement, la seule fois où j'ai vraiment eu l'impression que le M1 pouvait faire la différence, c'est sur Genshin Impact. Avec toutes les options au maximum, la tablette n'a pas montré le moindre signe de faiblesse, alors que j'avais ponctuellement quelques lags sur mon ancien iPad Pro. On a donc un iPad Pro qui est finalement presque trop puissant pour l'usage qu'on va en faire, mais là encore, ce n'est pas vraiment de sa faute. Et en fin de compte,
Eh bien, j'ai envie de mettre une fois de plus cette responsabilité sur le dos d'Apple et des choix faits par la firme. Je vais être très franc avec vous, quand l'iPad Pro 2021 a été présenté, quand on a su que la tablette embarquait à son bord une puce M1, je me suis dit, là, c'est sûr, Final Cut va débarquer sur iPad. Et je m'attendais donc à une annonce allant dans ce sens lors de la dernière WWDC. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On n'a eu aucune annonce sur une éventuelle version iPad de Final Cut ou même de Logic Pro. Et là, vraiment, pour moi, c'est tout à fait inconcevable. L'autonomie de l'iPad Pro est correcte, sans être non plus complètement folle. Avec une utilisation de type consultation de site, prise de notes et bureautique, vous allez pouvoir tenir une grosse journée de travail. Il faudra en revanche penser à recharger votre tablette le soir. Et si vous jouez ou si vous faites appel à des applications plus gourmandes, alors vous risquez fort de vous retrouver à sec avant de revenir chez vous. Et c'est un souci. C'est un souci parce que derrière, malheureusement, l'iPad Pro ne propose pas la charge rapide. Et il a donc besoin de près de 4 heures pour se charger. Et 4 heures, vraiment, c'est énorme. Et ça, pour moi, ce n'est plus possible, et encore moins sur un appareil haut de gamme qui est proposé à plus de 1000 €. Surtout que là, en l'occurrence, on est quand même sur un produit nomade par excellence. Je l'ai dit tout à l'heure, mais cette vidéo est réalisée en partenariat avec CleanMyMac. Et si vous avez vous-même un Mac à la maison, alors vous connaissez forcément ce nom. Et c'est normal, car cet outil fait partie des incontournables qui figurent dans la trousse à outils de tous les propriétaires d'une machine ornée d'une pomme. Très complet, il permet en effet d'analyser le contenu du disque dur d'un Mac pour le nettoyer en profondeur et le débarrasser de tous les fichiers obsolètes ou inutile. Très simple à utiliser, il suffit de l'installer et de le lancer pour trouver un bouton permettant de lancer l'analyse. Après quelques minutes, CleanMyMac X vous affichera l'espace qu'il peut récupérer en supprimant les fichiers inutiles et un simple clic suffira à lancer la procédure et à retrouver de l'espace sur votre disque dur. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur mon MacBook Pro M1, j'ai pu récupérer plus de 8 Go d'espace sur un disque de 256 Go. Et le plus beau, c'est que l'application ne se limite pas à cette seule fonction. Elle sera aussi en mesure d'analyser votre Mac pour optimiser ses performances et vous assurer du même coup qu'il fonctionne au mieux de ses capacités, ou même de vous assurer que votre machine est correctement protégée. Et si des ralentissements surviennent tout d'un coup, il suffira de cliquer sur l'icône de l'outil pour afficher un moniteur qui vous indiquera la charge CPU de votre Mac ou encore la quantité de mémoire vive utilisée. Et bien sûr, vous pourrez optimiser le tout en un clic sans quitter l'application que vous êtes en train d'utiliser. Petit détail intéressant, si un iPad est connecté à votre Mac, alors ce moniteur affichera également l'espace disque restant sur votre tablette. Le prix pour sa part reste contenu. MacPo, l'éditeur de CleanMyMac X, vous laisse le choix entre plusieurs formules. La licence annuelle est ainsi proposée à 39,95 € contre 79,95 € pour une licence définitive que vous n'aurez pas besoin de renouveler. Et en prime, on a aussi d'autres offres qui incluent 2 ou 5 licences avec de très jolies promotions à la clé en ce moment. Une application très intéressante et qui a en plus le mérite d'embarquer plein de modules différents qui vous permettront de tester par exemple les débits de votre ligne ou encore de repérer d'un coup les dossiers qui prennent le plus de place sur votre disque dur. Cette fonction porte un nom, c'est le télescope. Après avoir lancé l'outil d'analyse, ce dernier vous affichera en quelques secondes la liste des dossiers qui prennent le plus de place sur votre disque dur. Vous pourrez donc les identifier d'un seul coup d'œil et les déplacer par exemple sur un NAS ou un support de stockage externe pour libérer de la mémoire. Ce qui nous amène finalement à la dernière partie de ce test, à savoir les usages. Quand vous achetez un iPad Pro, vous n'achetez pas seulement une tablette, et ce pour une raison assez simple. Personne ne mettrait 1200 € dans une simple ardoise. L'iPad Pro est avant tout un appareil flexible, pensé pour répondre à de multiples usages. Vous pourrez bien entendu l'utiliser pour regarder des films et des séries, pour jouer ou encore pour surfer, mais pas seulement. Parce que s'il se limitait à ces seuls usages, alors personne ne l'achèterait. L'iPad Pro va donc plus loin. Il va s'adresser par exemple aux illustrateurs qui sont à la recherche d'une tablette graphique polyvalente pour donner vie à leur projet. Et s'ils pourront parfaitement l'utiliser en solo avec l'Apple Pencil et des applications professionnelles comme Procreate, ils pourront aussi le coupler à un Mac et s'appuyer sur Sidecar pour étendre leur espace de travail et piloter à distance Photoshop, Illustrator et toute autre application du même type. Mais l'iPad Pro est aussi pensé pour les amoureux de l'image et donc pour les photographes et les vidéastes. Retoucher ses photos sur cette tablette est un véritable plaisir et encore plus avec son écran mini LED et cette généreuse surface de travail. Et côté montage, si malheureusement Final Cut se fait toujours désirer, il sera toujours possible de se rabattre sur LumaFusion. Alors attention en revanche, car monter une vidéo complète sur un écran aussi petit demande un peu d'exercice. Et puis surtout, si LumaFusion est assez complet, il ne vous permettra pas d'importer vos presets créés avec Premiere Pro ou encore Final Cut. Pour moi, on est vraiment sur un outil qui va se destiner du même coup à des montages plus ponctuels, plus rapides, des montages que vous pourrez par exemple réaliser lorsque vous êtes en déplacement en train de couvrir un événement. Mais l'iPad Pro saura aussi contenter les journalistes, les étudiants ou encore les créateurs de tout poil.
Il leur permettra d'écrire des papiers, de prendre des notes pendant les cours, de travailler tranquillement sur leur script et tout ça de n'importe où dans le monde et avec un minimum d'encombrement. Et si vous investissez en plus dans un Magic Keyboard ou dans un Apple Pencil, alors vous pourrez même transformer votre tablette en netbook ou en carnet de notes. Côté photo, il faut reconnaître que la tablette s'en sort plutôt bien. À l'arrière, on va retrouver un module performant qui se compose d'un grand angle et d'un ultra grand angle, mais aussi un capteur LiDAR taillé pour la réalité augmentée. La caméra frontale n'est pas mauvaise non plus et elle a finalement deux atouts, un champ de vision de 122 degrés et un système de tracking bien pensé qui permet de nous assurer que l'on reste bien dans le cadre. Et forcément, lorsqu'on fait beaucoup de visioconférences, c'est un avantage à ne pas négliger. Alors il faut reconnaître que l'iPad Pro n'est pas forcément l'appareil auquel on pense quand on a envie de prendre des photos. Et pour cause, prendre des photos avec un iPad Pro de 12,9 pouces, c'est un petit peu sport. Cela étant, l'avantage d'avoir de bons capteurs à bord de cette tablette, c'est aussi qu'elle nous permettra de numériser nos documents, de les importer dans Notes, de les archiver, de les retravailler ou même, pourquoi pas, de les transmettre à notre expert comptable. Des usages qui, là encore, sont orientés vers la productivité et qui mériteraient presque une vidéo dédiée. D'ailleurs, si le concept peut vous intéresser, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire à la suite de la vidéo. Vous l'aurez compris, l'iPad Pro est un véritable couteau suisse. Le problème, c'est que tous les usages que je viens de vous décrire sont aussi valables avec un iPad Pro de 2018, de 2020 ou même avec un iPad Air de dernière génération. Ce qui nous amène finalement au cœur du problème, le positionnement. Sur le papier, vous avez une tablette qui est techniquement capable de rivaliser avec un Mac. On a exactement la même puce à son bord. Sauf que voilà, l'iPad Pro 2021 ne fonctionne pas sous macOS, mais sous iPadOS. Et en toute franchise, cette dissociation, moi je la trouve plutôt futée, je la trouve plutôt intelligente, sauf qu'aujourd'hui, on a quand même un problème majeur, et ce problème c'est qu'iPadOS est beaucoup trop limité. Il est beaucoup trop bridé, et au final, c'est ça le constat que je fais après toutes ces semaines d'utilisation. Ce qui nous amène finalement à une question, faut-il craquer pour l'iPad Pro 2021? Alors, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire de votre argent, mais sachez tout de même qu'à ce jour, il n'y a aucune application, aucun jeu qui exploite pleinement la puce de la tablette. De la même manière, si l'écran mini LED est exceptionnel dans certains usages, ce n'est pas non plus la révolution que tout le monde attendait. Sauf que l'iPad Pro 2021 a tout de même une carte à jouer. Et cette carte, c'est la durabilité. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, il n'y a aucune application, aucun jeu qui exploite la puissance du processeur M1. Cela veut également dire que cette tablette pourra affronter sereinement les années à venir. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'Apple va enfin lui offrir la plateforme qu'elle mérite. Voilà pour ce test, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il répond aux questions que vous vous posiez. Et bien sûr, si vous avez des remarques, des suggestions, les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Ce sont les 3 moyens que vous avez pour soutenir mon travail. Et encore une fois, je tiens à remercier l'éditeur de Clean My Mac pour son soutien. Ciao.